Nouvelle édition, votre journal de 15 heures, au sommaire. À la une dans l'actualité nationale, balai diplomatique, le chef de l'État a reçu les lettres des créances de 4 nouveaux ambassadeurs. Et dans l'actualité internationale, concernant le Covid-19, inquiétude autour du variant Delta. Bonjour et merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, balai diplomatique à la présidence de la République. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu les lettres des créances. Il s'agit là de l'ambassadrice de la Mauritanie, Madame Radjetou Mbarek Fall, qui a présenté ses meilleurs vœux de paix et de prospérité au président et au peuple djiboutien à l'occasion de la fête nationale du pays. Rappelant que cette cérémonie de remise des lettres des créances s'est tenue au palais présidentiel en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Al-Youssouf. Après lui avoir souhaité la bienvenue, le président Guelleh a assuré à la nouvelle ambassadrice de la disponibilité des autorités djiboutiennes à l'aider dans l'accomplissement de sa mission en œuvrant en faveur de la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. La diplomate mauritanienne a de son côté souligné sa volonté à œuvrer pour faire avancer le partenariat entre les deux pays dans de nombreux domaines d'intérêt commun. Eh bien, toujours à la présidence, après la nouvelle ambassadrice de la Mauritanie, c'est au tour du nouvel ambassadeur de l'Afrique du Sud, M. Edouard Kholissa Makaya. Après la cérémoniale des traits protocolaires et solennels et des remises des lettres écréances, le président s'est entretenu avec l'ambassadeur dans une mission faite. Lors de la remise des lettres écréances, chacun de ces ambassadeurs a fait état de son engagement à contribuer au développement et au renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. De son côté, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ses diplomates. Il a ensuite assuré que ces ambassadeurs qu'ils trouveront auprès du gouvernement et du peuple djiboutien tout l'appui et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission. Many of us, the stability of Djibouti is a very good model for us on the continent. Eh bien, toujours dans la continuité, le président a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Canada, M. Stéphane Jobin. Eh bien, rappelant qu'au cours de leur échange, le nouvel ambassadeur a d'abord transmis au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ses chaleureuses salutations. Il a ensuite traduit toute sa reconnaissance au président Guelleh pour l'acceptation de sa nomination d'ambassadeur du Canada auprès de la République de Djibouti. Le président a invité le nouvel ambassadeur à travailler davantage à la consolidation et au raffermissement des relations si chaleureuses qui existent entre les deux pays frères depuis des décennies. Et enfin, le président a exprimé à l'ambassadeur sa disponibilité à accompagner dans sa noble mission. Et enfin, le président a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur suisse, M. Pietro Mona. Au terme d'un échange avec le président de la République, le diplomate a félicité le numéro 1 de la République pour sa vision, mais aussi pour son leadership plus loin. Il a transmis au cours d'entretien qui a suivi la réception de ces lettres de créance et les messages d'amitié estimés.
Le chef de l'État a eu un échange très amical sur la relation de coopération entre les deux pays, à savoir la République de Djibouti et le Suisse. Rappelons dans une allocution faite remise des créances, chacun de ses ambassadeurs a fait état de son engagement à contribuer au développement et au renforcement des relations d'amitié et d'échange, au développement et au renforcement entre son pays et la République de Djibouti. Sans compter le chef de l'État, M. Ismaël Merguel a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ses diplomates. Il a ensuite assuré à ses ambassadeurs qu'ils trouveront auprès du gouvernement et du peuple djiboutien tout l'appui et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, l'académie de police de Nagad a abrité ce matin le 44e anniversaire de la création de la police nationale. Exceptionnellement, cette cérémonie qui se tient chaque année à la date du 22 juin s'est tenue aujourd'hui à l'Apipa. Dès les premières lueurs, les différentes formations composées de la fanfare, du drapeau et de la formation féminine de la brigade circulation routière, de la police judiciaire, de la police urbaine, du détachement de la cité ministérielle, les compagnies d'intervention de la compagnie somalienne, des raids de la brigade canine et des crestes et d'une formation de la PIFA ont été disposées. Ce 44e anniversaire a été placé sous l'égide du ministre de l'Intérieur, M. Syed Nour Hassan, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. La cérémonie s'est caractérisée par une prise d'armes symbolique au dispositif resserré qui remplace la traditionnelle cérémonie du défilé. À son arrivée, le ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, a été accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, a salué le drapeau
et par la suite effectuer l'arrivée des troupes. Eh bien, dans cette cérémonie, notons aussi la participation du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Burhan, le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le commandant de la garde républicaine, plusieurs hauts responsables des forces armées djiboutiennes et des représentants des forces armées amies qui ont participé à cette cérémonie. Cette cérémonie qui était placée sous les ordres du lieutenant-colonel Ahmed Daher Miguel, directeur de l'Académie de la police, Idriss Farah Habani. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, accompagné du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, se sont rendus à la stèle symbolisant le monument des martyrs pour y déposer une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs de la police nationale tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie et de la paix dans le monde. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائمنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ووصانا اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته فتوفى على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم. Puis, après les prises d'armes symbolisant les officiers se sont dirigés vers l'amphithéâtre de l'Académie de la police de Nagad pour la projection d'un reportage réalisé à l'occasion du 44e anniversaire de la création de la police nationale, intitulé Modernité et perspectives d'avenir. Ces reportages étaient axés sur les services de la santé police qui regroupent une dizaine de médecins spécialistes uniques en leur genre dans notre pays. La deuxième partie du reportage était consacrée au laboratoire technique et scientifique de la police nationale, réparti en plusieurs parties et sections balistiques, la salle de triage, la salle identité judiciaire et la section biologie.
Après la cérémonie 40, l'affaire de la police nationale qui s'est poursuivie par un buffet offert dans une tente aménagée à cette occasion. Police dans une ambiance sereine animée par le groupe Harbi, la photo famille qui a suivi après. Eh bien, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullah Abdi Farah, a fait une déclaration dans son bureau. Dans son discours, le colonel Abdullah Abdi Farah a mis l'accent sur le rôle de la paix, garant de la paix et de la protection sociale. Nous y reviendrons plus en détail dans les prochaines éditions. Autre actualité nationale, le régiment d'artillerie a abrité aujourd'hui, une importante cérémonie de fin de formation. Cette cérémonie revêtait deux aspects. Présidée par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Sekri Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a vu la participation du chef d'état-major de la Défense, le général de brigade, Tahir Ali Mohamed, et des plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, M. Hassan Omar Mohamed, accompagné du général Sekri Cheikh Ibrahim, a été accueilli par le chef du corps du régiment d'artillerie, le colonel Mohamed Hirsi Omar. Effectué la revue de troupes composée du drapeau, de sa garde, des éléments du piquet d'honneur et des stagiaires. C'est une formation technique d'artilleur d'une durée de 4 mois, sanctionnée par un certificat technique de premier degré, visant à former des artilleurs au service des systèmes d'armes sol-sol ou sol-air. Ces régiments ont pour mission d'appuyer les unités d'infanterie et de service du système d'armes puissants, gros calibre. D'autre part, cette formation musique d'une année dont l'objectif est de former des éclairants au profit de la gendarmerie nationale. Organisée et conduite au camp Cheikh Ousmane, cette formation avait pour but la maîtrise des instruments des percussions plutôt. En effet, dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes, il est impératif d'avoir une armée professionnelle, compétitive, capable de relever tous les défis. Cette professionnalisation passe par une formation de qualité continue qui prépare les soldats à l'opérationnalité. Et bien, après, une fois Hassan Omar Mohamed installé à la tribune, le colonel Mohamed Hirsi Omar, chef des corps du régiment d'artillerie, a prononcé son discours qui donne un aperçu sur la spécificité de cette formation. Écoutons-le. La cérémonie auquel nous sommes réunis aujourd'hui marque la fin des stages CTA artillerie qui s'est déroulé au sein du régiment artillerie janvier au mois de mai 2021. 24 stagiaires ici des différentes batteries ont acquis en savoir-faire pour définir la relève de demain, Inch'Allah Ta'ala. En effet, il est aussi cité terror de la gendarmerie nationale. En effet, il est des routines de régiment d'artillerie de former au métier spécifique des chefs de pièces d'artillerie et des pointeurs seront un programme annuel de formation avec un taux de réussite 90% qui s'explique par le niveau d'études parfois universitaires des candidats. Enfin, malgré les contraintes causées par les crises sanitaires de Covid-19, je tiens pour remercier Monsieur le ministre de la Défense et mon général de nous avoir honoré de votre présence pour cette cérémonie. J'encourage
l'ensemble des temps intervenants, qu'ils soient instructeurs, encadrement ou planificateurs des programmes de stage, tous ouverts sans relâche dans cette nouvelle voie afin d'acquitter des devoirs. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, chef souverain des armées, vive les forces armées djiboutiennes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et par la suite, le commandant Ali El-Mebouh, en charge du bureau formation, a pris la parole pour proclamer le résultat tant attendu. Sur un total de 26 stagiaires qui ont suivi la formation CCA artillerie, 24 ont réussi les examens du fin de stage, tandis que 2 sont en situation de chef, ce qui représente un taux plus de 90% de réussite. Les 5 premiers du stage CCA artillerie, il s'agit Karachef Abdullahi Mohamed Ibrahim, Karachef Mohamed Omar Dawale, Karachef Abdallah Hashim Abdallah, Kabal Nagueye Maouli Abdi, Kabal Hussein Robert Gire. J'appelle également le jeune Hussein Hassan Ibrahim. Eh bien, ce sont les meilleurs de chaque discipline qui ont pu bénéficier de cet avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite, leur dévouement après des mois de sacrifices et de courage. Ensuite, le SEMGA a tenu à féliciter et à remercier les officiers cadres chargés de la bonne conduite des différentes spécialités dans 2 centres de formation pour leur travail assidu et leur investissement sans relâche comme à la coutume à la cérémonie clôturée par la traditionnelle photo de famille. Autre actualité nationale, c'était un agenda chargé au cabinet du ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Saïd Hassan qui a reçu ce matin la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi. Les discussions ont porté essentiellement sur le voies et moyens de renforcer les liens étroits qui existent entre les institutions des Nations Unies et la République de Djibouti. La ministre a remercié, compte tenu de la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, pour son effort pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, a reçu la représentante du Comité international du Croissant Rouge à Djibouti. Les discussions entre les deux parties ont porté essentiellement sur comment améliorer les liens entre les institutions et les départements de l'État. De son côté, le ministre a retiré son engagement pour son effort pour améliorer les relations entre les deux parties. Et pour en finir sa journée, le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, a reçu la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson. La ministre et la représentante de l'UNICEF ont évoqué différents effets d'intérêt commun, notamment sur l'amélioration des conditions de vie des enfants dans la scolarisation, l'éducation ou autres. Le ministre a remercié la représentante et l'institution onusienne qui font des efforts remarquables sur le plan d'améliorer la vie des enfants dans la République de Djibouti. Autre reçoit, cette fois-ci, c'est le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdille, qui a tenu une réunion importante avec une délégation turque, l'UCHAS, conduite par l'ambassadeur turc à Djibouti, M. Levent, et le professeur Sarlouglu, en vue de discuter de la coopération sanitaire djibouto-turque. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général, Dr Salah
Banoï Tatourab et du conseiller technique chargé des évacuations sanitaires, M. Jama Elmi. Les deux parties ont soulevé plusieurs points importants sur la coopération bilatérale, notamment les questions d'évacuation sanitaire des patients djiboutiens en Turquie, les programmes de formation des médecins et l'acquisition des matériels et équipements médicaux. Rappelons que le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a exprimé son souhait de rehausser le niveau de la coopération sanitaire des deux pays en termes de qualité, mais aussi de manière quantitative. Les discussions avec l'UCHAS ont donc naturellement porté sur l'achèvement du champ d'action commune, le développement de nouvelles pistes collaboratoires telles que dans les projets de caravanes médicales, des programmes de jumelage entre les hôpitaux turcs et djiboutiens ou encore sur les facilités d'installation d'hôpitaux turcs à Djibouti. Le ministre des Affaires musulmanes des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a reçu ce matin dans son bureau M. Mohamed Mustafa Hurfi, ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte, accrédité à Djibouti. Lors de cette rencontre, laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère, M. Shaib Adjab, et le directeur général de l'Institut Al-Watsariya, M. Al-Sallas Ahmed Abdallah, et le ministre, saluer les relations privilégiées qui lient les deux pays frères et tous les secteurs. Développement ensuite, les deux parties ont discuté des différentes questions portant aux relations et de coopération bilatérale. L'ambassadeur égyptien a remercié le ministre pour l'accueil qui lui a été réservé, pour échanger et examiner les moyens permettant de consolider davantage les partenariats avec les institutions religieuses des deux pays. Pour ce faire, l'accent est mis sur le volet de formation et formateurs pour répondre aux besoins d'un personnel qualifié. Le ministre a souligné l'importance qu'accorde son département au renforcement des capacités des ressources humaines. Dans cette perspective, un large programme a été conçu pour assurer l'encadrement des cadres religieux et diffuser la modération et l'ouverture et la culture de la paix. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, qui a reçu dans son bureau Mme Barbara Menzi, coordinatrice du système des Nations Unies, accompagnée de M. Nicolas Guiner et de Habib Harbi. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs cadres de son département. La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a reçu dans son bureau hier le représentant de la FAO à Djibouti, M. Pissang Tchengea Demno. Après avoir félicité la ministre pour sa nomination à la tête de ce département, le représentant a tenu au travers de quelques mots résumer le département des Affaires sociales et de la Solidarité pour la toute récente collaboration qui s'est faite au travers des projets. En effet, il a rappelé que des approches telles que les caisses de résilience ont toutes en harmonie dans le programme conduit par le ministère. Les deux personnalités ont d'abord évoqué plusieurs sujets d'intérêt général axés dans le domaine de leur collaboration. À l'issue de l'entretien, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Ismaël Abdo, et les responsables onisiens, la ministre a tenu à remercier le représentant du FAO, mais aussi a tenu à sceller les collaborations déjà existantes. Tout à fait autre chose, une délégation du réseau francophone des régulateurs des médias reconnus sur le REFRAM et la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle est arrivée hier en après-midi au siège de la Commission nationale de communication. Dans le cadre de cette visite de travail consacrée à l'exécution d'un revue par les pairs, cette délégation composée de M. Jean-François Furlambay, expert, et M. Nouri Gladjima, président de l'AICA et l'autorité indépendante de la communication audiovisuelle, et également président du REFRAM, a été accueilli par le président de la Commission nationale indépendante, M. Ali Mohamed Dembio. Au terme de cet accueil chaleureux qui lui a été réservé, les deux parties ont tenu une brève réunion et contact dans le bureau du président de la CNC. Avant d'entamer les travaux, M. Ali Mohamed Dembio a guidé la délégation dans la salle monitoring où plusieurs écrans diffusant les différentes chaînes de la radio-télévision de Djibouti sont installés. Des explications ainsi que les suivis temps réel de tous les programmes diffusés par la radio et les chaînes de télévision sur l'ensemble du territoire national, sur la qualité de la couverture médiatique du processus électoral ainsi que sur le respect de la réglementation liée au pluralisme politique dans les médias, sans le suivi d'une séance d'échange portant sur le fonctionnement du CNC en période d'élection. On est là effectivement pour offrir notre expérience et les connaissances accumulées au cours de ces années qui ont été difficiles pour nous parce que, comme vous le savez, c'est une période post-révolutionnaire très incertaine où le contexte politique est
très incertain, très mouvant. Donc, mais on a essayé de au moins faire le maximum pour apaiser notamment le travail des médias. Parce que vous savez, les médias sont un élément important, soit pour le renforcement démocratique, soit pour l'incitation à la haine ou discours de violence et tout ça. Donc c'est le rôle des régulateurs est un rôle très important et donc moi je vous souhaite bonne chance parce que votre travail aussi c'est très important. Eh bien, une fois la visite qui termine, la revue des femmes sur les pairs organisés par les femmes en matière de régulation, la CNC s'est portée volontaire pour mener cette revue de bénéficier de l'expérience de l'AICA, l'autorité de régulation tunisienne des médias. En effet, cette nouvelle approche s'inscrit dans la continuation du projet intitulé « Vers une mise en œuvre structure de revue par les pairs » qui a conduit en 2018 dans le cadre de la présidence suisse du REFRAM. Cette approche a pour objectif de poser les jalons d'une action structurante au bénéfice des membres du réseau, initiative qui, en utilisant tous les potentiels de la collégialité, permet des institutions évoluant dans des environnements très différents d'améliorer leur capacité d'action et de faire progresser une régulation indépendante. Elle porte sur 3 volets fondamentaux: l'impartialité, l'égalité de traitement et la transparence et l'autonomie. Enfin, l'innovation, cette démarche va permettre à l'autorité qui désire d'une part identifier les zones où celles possédaient encore un potentiel d'amélioration et de désigner. Dans un premier temps, comme vous le savez, la CNC a dépensé toutes ses énergies pour être fonctionnelle. Et c'est vrai que les 4 premières années, ça a été très très dur pour nous, mais on a réussi quand même à mettre en place une CNC viable. Donc l'essentiel du premier mandat a été orienté vers cette préoccupation. Mais néanmoins, au vu des résultats, on ne peut pas ne pas dire que la CNC a manqué d'excellence ou que la CNC n'a pas produit d'innovation dans son travail de régulation. Comme vous le savez, l'excellence est avant tout visible par les résultats ou la satisfaction des bénéficiaires normalement. Un travail excellent amène de la crédibilité et de la reconnaissance à l'institution. Même si notre institution est encore en devenir, même si beaucoup de mécanismes sont à parfaire, je pense que l'institution a été excellente dans la supervision des campagnes électorales. Et j'en veux pour preuve qu'à chaque fois, toutes les parties concernées, mais aussi les observateurs internationaux, ont salué notre travail de supervision. Quant à l'innovation, là aussi, il faut nuancer et relativiser et ne pas avoir une vision seulement technique et technologique de la notion. Car la CNC est elle-même une innovation. Et c'est vrai, la CNC est elle-même une innovation pour nous. Et comme toute innovation, et malgré les soutiens politiques très prononcés, elle a rencontré sur son chemin des réticences, voire quelquefois aussi des résistances. Mais ces obstacles, je les qualifie d'obstacles des parcours, si vous voulez, plutôt que d'obstacles insurmontables. Et c'est normal, je dirais. Les exemples sont légion et nous aurons l'occasion d'en parler dans nos discussions. Et comme vous le savez, toute innovation se confronte aux pratiques et aux mentalités bien établies, et la CNC ne fait pas exception. J'ai dit que la CNC est en soi une innovation, mais la CNC a aussi innové depuis sa mise en place. Je peux vous citer comme exemple probant donc, cette innovation, les monitorings en période électorale, qui n'existaient pas. En effet, la supervision par la CNC des temps d'antenne a vraiment amélioré le pluralisme de l'information et l'impartialité des médias pendant les campagnes électorales. Les autres innovations à mettre au crédit de la CNC sont tangibles surtout dans les domaines des régulations juridiques et des avis qu'on fournit à l'État pour renforcer la liberté d'expression et le pluralisme de l'information. Et comme je le répète souvent, notre institution est en devenir. Dans cette perspective, toutes les innovations techniques, procédurales ou juridiques ne feront qu'augmenter son efficacité et sa crédibilité, tant auprès de l'opinion qu'auprès des acteurs de la régulation. Ceci dit, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, les défis majeurs pour la CNC, mais ce matin on en a parlé quand même, de par ses prérogatives, c'est que le champ qu'elle prétend réguler est lui-même en partie saturé d'innovation. Et j'ai fait bien sûr allusion à la presse électronique, mais aussi à tout l'espace numérique dont la régulation est un défi de taille
pour tous les pays et pour toutes les démocraties. Et la CNC a d'ailleurs été sollicitée par l'État pour réfléchir à la régulation de l'espace numérique. Là aussi, je crois que ce sont des réflexions d'ordre général que nous menons aussi, vous menez aussi avec tous les autres instances dans le cadre du REFRAM, je crois. Pour conclure, je dirais que la CNC est consciente que l'innovation peut conduire à l'excellence, à condition, bien sûr, qu'on maîtrise l'innovation. Pour sa part, le président de la Commission nationale indépendante, M. Ali Mohamed Mbio, a tenu à remercier la délégation pour l'intérêt qu'elle porte au développement de la CNC, une jeune institution, qu'il a-t-il dit, tirera profit de l'expérience de l'AICA. Et dans l'actualité internationale, le Gabon poursuit ses efforts contre la déforestation sur son territoire grâce à l'appui de la communauté internationale. Les pays et la première nation africaine à bénéficier des fonds internationaux. Ces derniers sont délivrés par l'initiative pour les forêts, l'Afrique centrale, lancée par les Nations Unies. 90% du Gabon est recouvert par des végétations. Ces forêts absorbent près de 140 millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.